Amis, et vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui valorise tous les maîtres à la recherche de notre grand maître. Alors aujourd'hui nous sommes à Treichville précisément, au Palais des Sports, et là vous avez à ma droite la voie qui vient du plateau et à ma gauche la voie qui va à Koumansi. Et comme prévu à la rencontre de notre grand maître, aujourd'hui nous venons visiter Maître Kone Mamadou qui fait du Kung Fu Wushu, ceinture noire 6e juin, c'est-à-dire au karaté ceinture noire 6e dan, mais au Kung Fu c'est ceinture noire 6e juin. Et sans toutefois tarder, allons-y à la rencontre de ce grand maître là, Kone Mamadou. Suivez-moi, ne quittez pas, à la rencontre de ce grand maître. Suivez-moi. Alors, comme prévu, nous sommes précisément, comme je l'ai dit, au Palais des Sports. Et là encore, nous sommes dans le club du grand maître Kone Mamadou, ceinture noire, 6e juin du Kung Fu Wushu. Et je crois que déjà le maître, il est déjà là. Et tout à l'heure, ne quittez pas. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Le Salon des Maîtres. Tout à l'heure, avec maître Kone Mamadou. Toujours à la rencontre de notre grand maître. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec un patriarche, un dinosaure, un grand maître qui a fait parler de lui à l'international. Ce maître qui n'est plus à présenter. Et aujourd'hui, ce maître a la visite du Salon des Maîtres, sans toutefois tarder. Alors maître, encore, mes respects à vous. Ben, c'est partagé. Au plaisir. Soyez les bienvenus au Katana. Merci Ici, beaucoup, vous êtes au Katana du Palais des Sports de Treichville. Vous savez, le mot katana vient de deux. En fait, on a puisé ce nom-là dans deux traditions. Le katana, quand on parle du katana pour les pratiquants d'arts martiaux, on voit le sabre japonais. Donc, c'est un sabre qui nécessite, dont la pratique va tendre vers une perfection inégalable. Donc, on s'est approprié ce vocable-là, de sorte à ce que notre pratique tende vers la perfection. Et puis, je suis allé puiser la deuxième signification dans mon patois, d'accord, qui est, en sénifo, quand on dit katan, ça veut dire la bonne chose, la bonne nouvelle, mais c'est aussi le bien-être. Donc, joindre ces deux-là dans un seul moule et en sortir, en fait, toute une pratique. Donc c'est ce qui va donner le nom en fait katana à cette école. Alors merci beaucoup maître. Alors maître, nous voulons savoir, maître Kone, qui est maître Kone? Ben, je suis à l'état civil, donc de naissance, je suis Kone Mamadou. Et puis avec la pratique des arts martiaux, je vais finir par acquérir le titre de maître
mais en fait pour moi qui est un titre trop grand à porter parce que toute la vie c'était un apprentissage. Donc en fait on devait porter ce titre-là au moment où on serait prêt à partir, parce que le jour où on n'a plus rien à apprendre, c'est que le jour où on n'a plus rien à apprendre, c'est que en fait notre vie terrestre s'arrête. Donc je vais souffrir ce soir de porter le titre de maître également, parce que je pense que vous n'allez pas vous en défaire non plus. Donc pour les habitués des arts martiaux, c'est maître Koné. Et okay. Alors si vous voulez le transcrire dans les arts martiaux chinois, on dira Shifu ou bien Laoche. Alors le Laoche, c'est le professeur. Le Shifu, ça a une connotation beaucoup plus philosophique, beaucoup plus culturelle, parce que le Shifu va être composé de deux vocables, donc le père et l'instructeur. C'est pour cela que dans les écoles traditionnelles, vous n'avez qu'un seul Shifu, vous n'avez pas deux. Voilà. Encore merci, encore maître. Et là, le salon de maître a toujours une question pour vous. Nous voulons savoir, vous faites quelle discipline? Je suis à l'origine pratiquant d'arts martiaux chinois, donc littéralement qui va être du wushu. Mais pour le commun, des usagers, ça va être le kung fu. Donc pour être plus orthodoxe, on va dire kung fu wushu. Voilà. Donc je suis pratiquant de kung fu wushu à l'origine. Et puis pendant mes années de perfectionnement de mon art au niveau de l'Europe, j'ai découvert d'autres disciplines comme le penchak silat, comme la danse du lion et du dragon, comme le qigong, comme le tai chi chuan et bien d'autres disciplines. Donc que je vais ramener après dans ma besace en Côte d'Ivoire pour pouvoir retransmettre ces différentes disciplines. Alors, maître, vraiment, merci beaucoup. Et là, vous faites quel grade? Alors, je suis ceinture noire 6e Duan. Ce qu'au niveau des arts martiaux chinois, on dit Duan. Donc, je suis ceinture noire 6e Duan. Bientôt une quinzaine d'années. Je suis aussi professeur de Tanglang, donc Kissing Tanglang, donc qui est ma spécialité. Donc le Tanglang, c'est la boxe de la menthe religieuse, et le Kissing, c'est la boxe des 7 étoiles de la menthe religieuse. Donc Kissing Tanglang, donc la boxe des 7 étoiles de la menthe religieuse. Donc ça, c'est la spécialité que je fais. Mais au-delà, je pratique l'ensemble des arts martiaux luxuriants chinoises. Et donc dans ces écoles-là, vous avez ce qu'on appelle les écoles du Nord, donc le Chanchuan. Vous avez aussi les écoles du Sud, le Nanchuan. Et puis vous avez aussi les boxes de Shaolin, donc qu'on appelle le Shaolin Chuan. Donc je pratique ça également dans mon école. Et puis je suis aussi représentant du Baji Chuan, donc en Côte d'Ivoire. Mais j'ai aussi ramené dans ma besace les danses du lion et du dragon, dont je suis le pionnier en Afrique, parce que pendant très longtemps, la seule communauté noire qui pratiquait ces disciplines en Afrique, c'était ici. Et nous sommes affiliés à la Fédération mondiale de danse du lion et du dragon, dont mon maître était le premier vice-président. Voilà. Donc il y a une panoplie de disciplines. Donc j'ai parlé des disciplines chinoises, mais il y a aussi la discipline malaisienne ou indonésienne, qui est ce qu'on appelle le penchak silat. Donc j'ai aussi ramené le penchak silat, donc la forme setia. Donc la forme setia que j'ai ramené ici, qui veut dire cœur sincère. Donc j'ai développé également cette discipline-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je suis en train de faire la promotion de la discipline au niveau du continent. D'ici, vous avez plus des adultes qui viennent au cours. Vous avez une première partie du cours qui est basée sur le tai chi et le qigong, et puis la deuxième partie c'est basée sur le penchak silat, mais on va aller chercher les formes les plus expéditives, donc qui vont faire en fait office de self-défense. C'est cette pratique-là qui va aboutir après à la journée nationale de self-défense que nous organisons maintenant, et dont cette année on organisera la 5e édition. Alors ok. Alors je tenais d'abord à dire merci à tous ces grands maîtres. À tous ces grands maîtres qui ont passé leur temps à faire des recherches. Pour nous les jeunes frères, pour nous les nouveaux apprenants, nous qui voulons connaître les arts. Alors maître, je vous dis encore merci beaucoup. Alors nous voulons savoir, le salon de maître a une question pour vous. Quelle est cette motivation? D'où est venue cette motivation? Parce qu'avant de venir, il faut dire que j'ai pris un peu de renseignements. Il fut une année où vous avez tout abandonné. Le service, tout. Et vous êtes allé en Europe, aller faire des recherches. Parlez-nous-en. Quelle est cette motivation, maître? Je suis un passionné. J'ai eu la chance de rencontrer
un monsieur, Feu Kwadjo Nguessan, qui a commencé à m'initier dans mes années, quand je commençais à atteindre la dizaine, qui a commencé à m'initier aux arts martiaux, mais c'était un vrai passionné, donc qui vous parlait des arts martiaux avec tellement de passion que vous vous dites on ne peut pas arriver au bout. Et donc pendant aussi mes années collège, donc j'ai pratiqué, ensuite mes années lycée, puis ensuite pendant mes années universitaires, bon, mes grandes écoles parce que j'étais à Yamoussoukro. Et donc après l'INSET, j'avais déjà ouvert le premier club de l'INSET. Donc après l'INSET, je suis rentré sur Abidjan, comme tout le monde, je commençais à travailler dans une multinationale. Et je continuais, je donnais des cours. On avait le fameux club de Air Afrique, Tanglang Air Afrique, donc c'était le club que j'ai dirigé à l'époque. Et puis à un moment de mon parcours, il y avait quelque chose qui bouillait en moi, donc il y avait une flamme qui était là, que je sentais qu'elle allait s'éteindre et à un moment il faut la rallumer. Voilà. Et donc un jour j'ai pris la décision, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit bon voilà, moi je pense que je n'ai pas encore fini d'apprendre les arts martiaux, surtout que on n'avait pas beaucoup de... On était dans une période où les arts martiaux étaient en désorganisation, les arts martiaux chinois s'entend, étaient en désorganisation. C'est vrai qu'on avait des grands maîtres qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont appris d'une façon ou d'une autre, mais il y avait une grosse partie qui manquait. Et surtout dans ma discipline, je pensais qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient parce que j'étais un féru de la revue Karaté Bushido à l'époque, que j'ai commencé à lire dans mes années collège, donc j'étais abonné depuis mes années collège. Donc j'avais déjà lu des histoires sur des grands maîtres chinois, de grands maîtres asiatiques, et donc je me disais, c'est pas normal que je m'arrête à ce niveau. Donc un soir, j'ai rendu ma démission, j'ai pris mon petit sac, et sans rien, je suis parti en Europe. Puis bon, j'ai eu la chance de rencontrer un maître, mais vraiment d'un certain niveau, qui m'a accueilli chez lui, qui a accepté de m'enseigner son art pendant, je m'entraînais 6 heures par jour. Super. Et après cette formation, j'ai jugé nécessaire de partir en Asie. Donc je suis parti aussi en Asie, je me suis entraîné. Et puis quand j'ai pensé que le sac était capable de pouvoir se tenir seul, bien qu'il ne soit pas encore rempli, je suis rentré chez moi parce que je pense qu'il fallait quand même partager ce que j'étais allé découvrir avec mes jeunes frères et surtout avec la communauté ivoirienne. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis revenu et on a créé l'association Menthe Ivoirienne. À l'origine, c'était la Menthe Ivoirienne et puis après on a mis association Menthe Ivoirienne parce qu'on voulait ressortir une connotation d'amis, donc d'amitié surtout, et donc qui est basée sur un leitmotiv qui est vie moitié pour toi-même, vie moitié pour les autres. Donc on est revenu. Alors ok maître, vraiment, merci beaucoup, parce que là, c'est un honneur pour moi de m'asseoir auprès de vous. Ben, c'est partagé. De m'asseoir auprès de vous, auprès d'un grand maître. Mais maître, vous avez fait plusieurs pays. Oui. Et là, dans mes recherches, vous avez fait aussi des championnats. Vous avez fait des compétitions. Oui. Parlez-nous un peu. Avant de monter sur un tatami, quand vous savez que vous avez un adversaire derrière, de l'autre côté, qu'est-ce que vous ressentez? Bon, parlez-nous un peu. Bon, alors il faut savoir que nous, déjà, de notre génération, il n'y avait pas de compétition. Ceux qui m'ont connu, je disais toujours aux gens, j'ai dit, je vais être un champion de Wushu. Et puis toujours les gens me disaient, mais tu vas faire comment pour être champion? Il n'y a même pas de championnat national, à fortiori des championnats internationaux. Et puis pour y aller, il faut avoir une fédération, il faut avoir une association constituée, ou bien il faut avoir des moyens. Et puis, donc je disais ça tout le temps. Et puis, quand j'ai commencé à faire mes stages en Europe, il y a des opportunités qui sont ouvertes. Et puis donc, je suis parti. La première compétition à laquelle je suis parti, je suis moi-même coach. Je suis aussi athlète. Et donc, naturellement, quand vous arrivez dans ce genre de choses, il y a des choses qui vous manquent. Je ne savais même pas qu'il fallait aller à la compétition avec un drapeau. Donc, j'arrive, on me dit, ah, mais vous n'avez pas de drapeau parce qu'il y avait 5 pays qui étaient présents, y compris la Chine. Donc, la Côte d'Ivoire était le 6e pays, mais avec un seul athlète. Donc j'arrive, je trouve une feuille, je trouve un crayon de couleur, donc je fais mon orange, blanc, vert, je mets un bâton, on prend des agrafes, on agrafe, tac, tac, j'ai le drapeau ivoirien, je défile avec. Et puis, alors une anecdote, je rencontre le coach de l'équipe d'Italie qui me rencontre, mais avec beaucoup d'ironie, parce que les Italiens ils sont chauds, hein, ils sont des gens chaleureux, chauds. Il me rencontre avec beaucoup d'ironie, il me dit « Ah Mamadou », parce qu'on lui avait dit qu'il y a un Africain qui venait participer à la compétition. Alors Mamadou, ah, tu viens voir la compétition, bon, dans son français anglicisé, mais vraiment à la louche.
Et puis je lui dis non, 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 je viens prendre des médailles. Il s'est arrêté, il m'a regardé, il a souri et puis il a continué. Et puis bon, je pense quand même qu'on avait de très bonnes bases ici, plus le fait que je m'entraînais parce que moi j'avais déjà acheté tellement de cassettes. Toutes les cassettes de tous les experts européens, je les achetais. C'était vraiment mon hobby. Donc je m'entraînais déjà avec toutes ces choses-là. Mais ce n'était pas du tout suffisant. Et puis c'est vrai que j'ai participé à des stages en Europe. Donc on finit la compétition, je suis déclaré meilleur compétiteur technique. Donc il vient me trouver, il me dit, ah, c'est la première fois que je vois, en tout cas cette période-là, c'est la première fois que je vois un Africain qui dit je viens participer à une compétition et je viens gagner. Parce que d'habitude, il était habitué à avoir des gens qui disent je viens assister à la compétition, on vient voir le niveau de la compétition, l'année prochaine on vient. Donc il est devenu mon ami. Et c'est lui qui m'a initié en fait au Tai Chi Chuan. Donc avant l'entame de la compétition, il fait une belle démonstration de Tai Chi. Donc moi aussi je vais le trouver. J'ai dit vraiment votre Tai Chi m'a impressionné parce qu'avant pour moi c'était une discipline de vieux. J'ai dit votre discipline m'a vraiment impressionné et je voudrais apprendre. Alors il m'a dit le jour où vous êtes en Europe, faites-moi signe, je verrai si j'ai le temps, je viendrai vous enseigner. Et l'année qui a suivi, j'ai eu l'occasion, l'opportunité encore de partir en Europe donc pour faire un stage. Et quand j'avais fini, j'avais encore une dizaine de jours. Je lui mets un message, je dis je suis à Bruxelles, en Belgique, et si ça ne vous dérange pas, je suis là. Il prend son avion de Sicile, il descend en Belgique, il m'enseigne son art pendant une semaine et puis il reprend. C'est comme ça que je découvre le Tai Chi Chuan, enfin dans sa forme pratique. Et puis après, je me perfectionne, puisqu'après, je pars à l'Université des sports de Pékin, puis à l'Université des sports de Shanghai. Et puis après, j'ai plusieurs opportunités. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas encore la fédération. Et nous, on avait déjà signé un partenariat avec l'Université des sports de Pékin, l'Université des sports de Shanghai. Donc, on y allait chaque année pour se former. Et puis, bon, donc j'ai perfectionné ma discipline donc, au niveau du Tai Chi, au niveau du Qigong. Alors, ok, maître, merci beaucoup. C'est comme je dis, c'est un plaisir pour moi. Alors maître, le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Vous qui avez payé des revues, des cassettes, vous qui avez fait des recherches, vous qui avez pris vos propres frais pour aller apprendre, vous avez fait des recherches. Vu cette génération d'aujourd'hui, parce que la majorité des maîtres disent, les élèves d'aujourd'hui ne font pas des recherches. Les élèves d'aujourd'hui ne se donnent pas. Ils ne vont pas puiser, ils ne forcent pas. Vous, étant un grand maître, qu'est-ce que vous en pensez? Votre génération et la génération d'aujourd'hui, dites-nous quelque chose. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de génération spontanée. Ceux qui étaient avant nous, ils disaient qu'ils ont travaillé plus dur que nous. Naturellement, nous, on dira qu'on a travaillé plus dur que ceux qui viennent après nous. Ceux qui sont après nous diront qu'ils ont travaillé plus dur que les autres. Mais il est de notre devoir de ne pas interrompre ces serves que les anciens nous ont transmis. Nous avons le devoir de retransmettre ça aux générations futures. Donc, qu'à les juger, c'est une chose, mais à leur donner la formation et la connaissance nécessaire, c'est une autre chose. Mais il faut le faire. Il faut le faire, quelle que soit la raison. Et c'est pour cela que moi, je continue d'aller me former parce que je considère que les élèves doivent continuer d'apprendre. Et une fois que le maître a arrêté, les élèves ne peuvent plus progresser. Donc, il faut que le maître continue d'aller apprendre. Donc, moi, je continue d'aller apprendre. Quand j'ai l'opportunité, quand il y a des stages, je continue d'aller apprendre et que je continue de me bouquiner non plus. Je continue également de rencontrer de grands experts. Et c'est dans cette politique-là que nous, chaque année, au niveau de la Mantisnet, on fait venir des grands experts. On a fait venir déjà des experts venus de Chine, mais des très grandes sommités mondiales. On a fait venir des experts venus d'Europe. La dernière Mantisnet, on a fait venir le responsable de la commission d'arbitrage de la Fédération française. On a fait venir l'entraîneur national de l'équipe de France. On a fait venir l'entraîneur national de l'équipe de Belgique. Je pense qu'on a eu quand même un gros tas de personnalités. On a été la première association à faire venir un moine Shaolin ici en 2010. On a fait venir le professeur Luc Benza, qui est le premier Africain à enseigner le Wushu en Chine. Donc on l'a fait venir ici également. Et pour nous, tout ça, c'est des opportunités d'apprentissage. Et il faut pouvoir retransmettre ce label de qualité là, parce que, je dis, comme j'aime à le dire, on ne devient fort qu'en apprenant inlassablement auprès des autres. C'est en apprenant inlassablement auprès des autres qu'on finit par apprendre quelque chose et qu'on finit par devenir un expert. Et le jour où vous arrêtez d'apprendre, c'est que votre vie terrestre s'est arrêtée. Voilà. Donc pour moi, les jeunes, il faut continuer. Alors je disais à un de mes élèves la dernière fois, je dis quand j'avais ton âge, je n'avais pas ton palmarès. J'ai un élève il est 3 fois champion d'Afrique,
il est 5 ou 6 fois champion de Côte d'Ivoire. Il a été au temple de Shaolin. Il fait des choses extraordinaires. Quand j'avais son âge, je n'avais pas ce palmarès parce que aussi je n'avais pas le dispositif nécessaire pour l'avoir. Donc ils ont du talent, ils ont des opportunités, il faut les accompagner pour que ces opportunités-là puissent se développer. Et puis à la fin, qui gagne? Il y a la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que quand ils vont au championnat d'Afrique ou quand ils vont dans des championnats internationaux et qu'ils reviennent avec des médailles, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et donc c'est nous tous qui gagnons. Et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle je suis revenu. Parce que j'aurais pu aussi rester en Europe comme beaucoup d'autres l'ont fait. Je suis revenu parce que je pense qu'on a plus à apprendre ici, on a plus à donner aussi ici. Donc c'est pour cela que je suis revenu. Okay, et je crois en la jeunesse. Okay. Je crois en elle, mais il faut travailler dur. Il faut travailler dur et c'est nous qui devons les amener à travailler dur. Merci beaucoup, maître. Alors, maître, bientôt nous lançons une rubrique. La rubrique du salon des maîtres, c'est au pied du maître. C'est une rubrique que nous lançons bientôt. Alors, au pied du maître consiste à approcher des grands maîtres comme vous. Ces grands maîtres vont nous expliquer le Shaolin, comment est-ce que c'est rentré en Côte d'Ivoire. À quel moment on dit Sifu? À quel moment on attache la ceinture noire? À quel moment on dit instructeur? À quel moment on dit maître? Et nous voulons apprendre. Si c'est au Shotokan, les maîtres nous diront comment est-ce que le Shotokan est rentré en Côte d'Ivoire. À quel moment on attache la ceinture noire? À quel moment on dit Anchi? À quel moment on dit maître? Et ainsi de suite, vu toutes les disciplines. Donc je crois que vous serez peut-être notre invité première déjà pour nous donner toutes ces informations-là. Alors maître, le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Pour vous, les arts martiaux, c'est quoi? Et le Kung Fu Shao, le Kung Fu Wushu, c'est quoi? Bon, déjà les arts martiaux pour moi c'est un art de vie. Ok, maître. Vous partez depuis le jour où vous commencez à vous entraîner jusqu'au jour où vous allez partir dans votre tombe. Et dans les arts martiaux chinois, vous avez une panoplie de disciplines qui vous permet de pratiquer à n'importe quel niveau de votre âge, de votre évolution terrestre. Que vous soyez adulte, que vous soyez vieillard, que vous soyez enfant, que vous ayez une bonne condition physique, que vous avez une moins bonne condition physique, vous pouvez pratiquer les arts martiaux chinois. Parce que vous avez d'un côté ce qu'on appelle les arts martiaux externes, donc qui sont basés sur la force, et puis de l'autre côté vous avez les arts martiaux internes. Vous savez, on parle de Shaolin parce que c'est l'école de Shaolin qui a précédé en fait dans nos contrées. Mais il y a aussi l'école de Wudang, qui est une grosse école d'arts martiaux, mais qui est une école basée sur tout ce qui est taoïsme, pendant que l'école de Shaolin est basée sur tout ce qui est bouddhiste. Donc c'est deux grands courants, dont d'un côté on parlera plus d'école externe, et de l'autre côté on parlera plus d'école interne, ce qui va être basé en fait sur tout ce qui est technique respiratoire, tout ce qui est technique énergétique, donc qui peut s'appliquer pour les grands malades, mais qui peut aussi s'appliquer pour les personnes plus âgées. Vous savez, j'étais pendant un de mes voyages en Chine, et puis j'avais rencontré un monsieur d'un certain âge, ce qu'on appelle les elders. Donc il avait déjà la quatre-vingtaine passée. Et puis chaque matin quand je me réveillais, parce que moi je suis musulman de confession, donc chaque matin quand je me réveillais tôt le matin pour faire ma prière, je le trouvais déjà sur le derrière de la maison en train de faire des exercices auxquels je ne comprenais rien du tout. Et puis un jour je demande à son petit-fils, j'ai dit mais le vieux qu'est-ce qu'il a à toujours s'entraîner comme il le fait là? Et puis quand le vieux a fini, qu'il revenait, le petit-fils lui a demandé, mon ami demande pourquoi tous les jours tu t'emmerdes à faire cet exercice. Le vieux a souri et puis lui a dit, dis à ton ami que dans 5 ans j'aurai une bien meilleure santé que celle que j'ai maintenant. Et c'est là que je découvre le Qigong. Par la suite, je rencontre aussi, mais elle avait déjà 80 ans, enfin il avait déjà 80 ans. Par la suite, je rencontre mon ami, le professeur Luc Benza à l'Université des sports de Pékin. Et puis dans une de nos balades, il y a une dame qui venait, elle était à vélo et puis il me dit, ah mon frère, viens. Mais il est professeur, c'est le premier Africain à enseigner le Wushu en Chine. Il commence à courir parce qu'il était déjà lui professeur à l'Université des sports de Pékin. Et puis donc je le suis en courant et puis on arrive, il prend le vélo de la dame, il va installer le vélo, il met le cadenas, il revient, il remet la clé à la dame et puis il fait des salutations mais vraiment honorables. Et puis il me demande, mais la dame là, tu lui donnes quel âge? Je regarde la dame, mais pour moi c'était tout plus 55 ans. Et
puis quand il lui dit, elle sourit et puis elle lui dit, il faut dire à ton ami que j'ai maintenant 82 ans. Super. Mais c'était son professeur à lui de Qigong. Et il me disait, c'est par la pratique du Qigong qu'elle a gardé sa santé comme ça. Et alors il me donnait l'explication aussi parce que je lui dis, mais tu ris tout le temps. Il dit oui, parce que c'est thérapeutique pour la santé. Et donc c'était dans la même veine. Pour dire qu'il y a en fait dans nos disciplines, il y a tellement de choses et il y a le volet santé, donc au niveau des arts martiaux internes, il y a un volet santé. Tout comme le volet externe aussi développe le volet santé quand ce n'est pas abusif. D'accord? Donc c'est vraiment un art de vie, c'est un art qui peut nous aider et qui peut aider notre société, mais c'est aussi un art, j'allais dire social, parce qu'on peut apporter une fraternité, on peut apporter une confraternité aux différents pratiquants. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'assez complet, mais c'est un truc global. Et comme je l'ai dit, il faut continuer à laisser former. Et nous, on a eu la chance quand même d'avoir beaucoup d'opportunités, surtout en Chine. On est parti faire le grade de juge mondial. Donc on a été les premiers juges mondiaux pour l'Afrique de l'Ouest. Et puis avec nos relations avec l'ambassade de Chine, on a eu beaucoup plus d'opportunités pour permettre à ces jeunes dont justement vous venez de parler, de partir chaque année en Chine. On aurait pu dire, bon, les vieux, on a eu des opportunités, pourquoi est-ce qu'on ne va pas? Mais on a donné la possibilité à nos jeunes. Celui-là, c'est le dernier qui est parti. Je pense qu'on a arrêté le principe avec la Covid, mais je pense que c'est des négociations qui sont en train de se faire et je pense que ça va reprendre. Ça permet à ces jeunes-là de revenir avec un label de qualité et de pouvoir retransmettre ça aussi aux jeunes générations. Voilà. Alors, maître, vraiment merci beaucoup. Et je ne manquerai pas de dire toujours à tous ces grands maîtres, je vous dis merci. Et cette émission, c'est pour vous les maîtres. Cette émission, c'est pour toutes les disciplines. Et je voulais adresser un message, maître, si vous me permettez, en même temps, à tous ces grands maîtres qui sont découragés. Ces grands maîtres qui sont malades, qui aujourd'hui sont restés dans l'oubli, je vous dis encore merci à vous et que cette émission est à vous, ces grands maîtres. Alors maintenant, nous sommes à la fin de notre émission. Alors si vous devez donner un conseil à nous, les jeunes apprenants, en une minute, donnez-nous un conseil. Je dis, les arts martiaux, c'est d'abord un art de vie. Mais les arts martiaux, c'est aussi une école de vie. Donc, ça doit nous amener à une discipline. On doit être loyal. On doit avoir de l'humilité. On doit pouvoir s'entraider. Les arts martiaux, c'est fait pour que les plus forts puissent aider les plus faibles. C'est pas fait pour que les plus forts puissent brimer les plus faibles. Donc, c'est fait pour aider les plus faibles. Pour moi, ça doit être une règle de vie. Ensuite, comme on le dit chez nous, vis moitié pour toi-même, vis moitié pour les autres. Parce que nous pensons qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Et puis, la pratique des arts martiaux doit pouvoir nous permettre d'extirper tout doucement les maladies de notre corps et de pouvoir avoir une longue et paisible vie. Naturellement, on a toutes les difficultés de la vie auxquelles sont confrontés les gens, mais avec la pratique régulière, on va amoindrir tous ces paramètres-là. Donc pour moi, il faut que les jeunes pratiquent, mais il faut qu'ils prennent également plaisir à pratiquer, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités. Avant, on parlait du sport, ministère de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, on parle du ministère de la Jeunesse et de l'économie du sport. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'opportunités pour les jeunes. Les jeunes ont la possibilité, via nos fédérations, de pouvoir participer à des compétitions, de pouvoir participer à des stages internationaux, etc., etc. Je pense que c'est l'occasion pour eux de vraiment profiter. Et puis, c'est un autre volet social. C'est que ça évite à tous ces jeunes-là, pour préparer une compétition, est tellement occupé que c'est vraiment difficile. Sauf si après, avec les contraintes des compétitions, les gens ne commencent pas à se donner à des vices. Il faut se surmener pour pouvoir aller faire des compétitions. Non, mais les arts martiaux doivent pouvoir aussi baliser ces choses-là. C'est pour cela qu'il y a aussi maintenant le comité antidopage. Donc je pense que c'est vraiment une belle discipline, tout art martiaux confondu, pas seulement les arts martiaux chinois, mais tout art confondu. C'est vraiment de belles opportunités pour notre jeunesse. Parce que je pense que même si on pense qu'on est en perte normative, la pratique des arts martiaux va nous ramener tout doucement vers le chemin, vers la droiture, mais aussi vers l'entraide, se donner la main pour avancer. Voilà. Merci beaucoup, maître. Alors, comme je l'ai dit, j'ai en face de moi, maître Koné Momamba, une bibliothèque.
Nous sommes à la fin de notre émission. Je vous dis merci encore. Alors, à la fin de l'émission, nous demandons au maître s'il peut nous démontrer quelque chose. C'est vous qui voyez, soit un tarot, soit une démonstration, soit avec vos élèves ou vous seul. Mais c'est vous qui voyez. Alors, avant de partir à la démonstration, je voudrais au nom de tous mes élèves, mais aussi au nom de l'association Mantivoirelle, mais aussi au nom de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, dire un grand merci au Salon des Maîtres qui donne l'opportunité à toute la communauté martiale ivoirienne et même au-delà de découvrir des praticiens d'arts martiaux, de découvrir de nouvelles disciplines, de découvrir des anciens, des elders et aussi nous autres, de savoir qu'il y a des disciplines qui se pratiquent, il y a des arts qui se pratiquent et donc de faire en tout cas la part belle en tout cas aux disciplines martiales. En tout cas, moi je voudrais profiter, comme je l'ai dit, au nom de tout ce monde-là, et vous dire un grand merci et vous souhaiter surtout longue vie pour cette initiative, cette belle initiative. Et je souhaite vraiment qu'il y ait plus d'opportunités pour vous-même qu'à un certain moment, parce que je suis convaincu qu'à un certain moment, ça va constituer une vraie bibliothèque des arts martiaux pour la Côte d'Ivoire, dont le ministère pourra s'en servir, dont les fédérations pourront s'en servir naturellement pour pouvoir monter de bonnes archives pour la pratique des arts martiaux dans notre pays. Donc pour toutes ces choses-là, je voudrais vraiment vous dire un grand merci et vous souhaiter bonne, longue et prospère vie dans votre processus et dans ce projet. Voilà. Alors merci beaucoup maître. C'est moi. Et sans toutefois tarder, maître Koné Mamadou, sur le tatami. Jacques Silat, pour les besoins de notre reportage, on va se contenter de porter cette tenue, étant entendu que la self-défense, il n'y a pas de tenue appropriée. Toutes les tenues sont appropriées pour faire la self-défense. Alors comme je dis, moi la self-défense, ça doit être la possibilité pour vous de pouvoir vous sortir d'une situation conflictuelle. Juste ça, c'est la première chose, parce que le plus important dans la sécurité, c'est que vous puissiez rentrer chez vous tel que vous êtes sorti de chez vous. C'est pas le plus important, c'est pas de montrer que vous êtes le plus fort, parce que vous pouvez gagner un combat de rue, rester sur place et que vous vous faites tuer après parce que justement c'est pas votre territoire. Donc l'idée c'est vraiment de vous sortir d'une situation conflictuelle et de rentrer chez vous. Ok? Alors en self-défense, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs approches. La première approche, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où le gars il est dominant. Donc ça va être sur des saisies ou sur autre chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez partir sur un coup frappé. Et ça, c'est souvent, on est parti d'une situation de colère. Donc on va essayer de partir sur un coup frappé, soit ça va avec le pied, soit ça va avec la main, soit ça va être avec une arme. Dans tous les cas, il faut que vous ayez la solution appropriée pour pouvoir vous sortir de la situation. Alors, il faut être le plus bref possible. Il faut être le plus expéditif possible. Alors, on va partir sur une frappe d'abord, après on va partir sur une saisie. D'accord? Donc, idéalement, quand vous sentez que la situation commence à dégénérer et que vous êtes dans ce que moi j'appelle dans l'ombre déjà dans la portée de votre adversaire, vous devez pouvoir commencer à avoir l'attitude pour vous protéger déjà. Alors ici, il y a ce que je vais le dire de façon très générale pour que tout le monde puisse comprendre. Il y a déjà cette partie que vous devez protéger, mais il y a aussi cette partie vitale que vous devez protéger et il y a aussi cette partie vitale que vous devez protéger. Sans oublier que vous avez aussi les pieds que vous devez protéger parce que si vos pieds sont paralysés, vous ne pouvez plus fuir. Donc toutes ces choses-là, ça doit rentrer tout de suite dans votre processus de défense. Donc quand vous commencez à discuter, que ça commence à dégénérer, vous devez pouvoir remonter les mains là comme ça d'abord. Vous devez pouvoir remonter les mains pour commencer à discuter avec les mains. Donc monsieur, calmez-vous, je pense que c'est pas comme ça, etc. Mais vos mains doivent commencer déjà à devenir vos antennes. De sorte que si une frappe part d'ici tout de suite, vous avez la possibilité tout de suite de pouvoir intervenir. Donc s'il part avec la frappe, là vous avez la possibilité de pouvoir intervenir. Alors après, vous pouvez repartir ici. Alors si vous pouvez repartir là, et puis, hop, vous avez fait ce qu'il y a à faire, mais c'est le plus simplement possible. D'accord? Parce que n'oubliez pas que, dans les clubs, très souvent, quand on va frapper, il va frapper tel qu'il a frappé là, mais il va garder sa main. Mais si c'était dans une situation qui frappe, il ne garde pas sa main. D'accord? Donc il faut que vous ayez aussi. Vous êtes déjà là. Hop.
Là, vous ouvrez ici, vous le contrôlez. Malgré le fait qu'il a ramené sa main, vous allez rechercher la main et vous pouvez contrôler là. Si vous vous retrouvez dans cette situation, parce que vous avez quelqu'un là, bon, s'il est seul, c'est bon. Mais s'il y a quelqu'un d'autre, vous pouvez faire la garde également ici. Si la main est bien verrouillée, il ne sait pas la sortie. D'accord? Si c'était un policier, il va lui demander, monsieur s'il vous plaît, alors vous allez lui mettre suffisamment de pression ici quand vous allez dire, monsieur s'il vous plaît, le bras sur le dos. Le bras sur le dos. Voilà, vous voyez, il est docile. Mais j'ai dit s'il vous plaît, donc je suis poli. D'accord? Ensuite, donc il a mis le bras sur le dos, vous avez ramené ici, vous allez faire ceci. Alors, technique de menottage, vous pouvez le menotter le dessus le dos. Ça, c'est pour les policiers. D'accord? Alors, etc. Alors, là, il a vraiment saisi la main comme un vrai guerrier. D'accord? Je peux refaire ceci, vous voyez? Ici, comme il a saisi, je bouge simplement comme ça. Hop, hop, là. Ah, il n'a pas porté de coquille. Hop, ici, hop, là. Donc, ici, vous avez. Et si vous avez la possibilité de vous partir, si vous pensez qu'il est seul, que vous pouvez contrôler la situation, vous la contrôlez. Donc, il y a une panoplie de choses comme ceci. Toujours saisir, d'accord? Ici, vous remontez ici, oh, là vous allez le chercher là, le reprenez ici, d'accord? Alors ici, vous faites le mouvement dans l'autre sens qu'on appelle le cobra, vous allez retourner comme ceci. Alors je relâche le cou parce que si je ne lâche pas le cou, je déboîte les cervicales, vous allez retourner le cou, étant entendu que le cou était ici, vous allez retourner pour vous retrouver dans la position du cobra. La position finale va être ceci. D'accord? Mais là, dans une situation de limite, nous étions avec le grand maître Koné Mamadou. Et le salon des maîtres vous dit encore merci. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook. Et le salon des maîtres avec Maître Kaza vous dit encore merci. Alors grand maître, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.